Bonjour à tous et bienvenue sur Radio Gazou. Aujourd'hui, nous allons faire un exercice un peu spécial puisqu'il s'agit en fait de la question ouverte de l'examen de 2019, de janvier 2019. Donc, quel est cet examen? Cet examen va nous parler de force, de moment de force et de frottement. Donc, comme tout examen, comme toute partie de la question ouverte d'un examen, avant de commencer l'exercice, il faut bien lire l'énoncé et bien faire le dessin. Et ensuite seulement vous vous attaquez aux questions. Ici, pour la correction de ces examens, je vais vous expliquer le concept de la question, résoudre la question 1, résoudre la question 2, la sous-question 1, la sous-question 2. Ensuite, je vais passer la parole à Guillaume qui va faire 3, 4 et 5, et passer finalement la parole à Benoît qui va faire 6 et 7. Commençons. Donc, qu'avons-nous? Nous savons que nous avons une poulie. Une poulie d'un rayon R de 0,25 m, voilà, et d'un poids M qui est égal à 10 kg. Cette poulie, qu'est-ce qu'elle relie? Elle relie premièrement un petit bloc A et un deuxième qui est lui suspendu verticalement, et un petit bloc B qui lui se trouve sur un plan incliné. Avec un angle ici. Les deux blocs MA et MB ont le même poids, et ce poids est de kg. En plus de ça, on nous informe qu'il y a un coefficient de frottement qui est égal à 0,1. Donc qui dit coefficient de frottement dit force de frottement. Ça, c'est autant 0. Ça, c'est en T égal à 0. Et après un certain temps, l'énoncé, qu'est-ce qu'il nous dit? Il nous dit que le bloc A va descendre. Ici, on a G, on a l'accélération de A qui va vers le bas, pardon. Et après un certain temps, A va descendre. Hop, hop. A, puisque A descend, B, lui, va remonter. Okay. Et quelle est la distance que les deux ont parcourue? Cette distance, hop, 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 elle est de 0,25 m. D'accord? Ça, c'est tout le contexte de la question, concept de la question. Avant même de faire les sous-questions 1 ou 2, etc., il faut savoir dessiner ceci. Ou autrement dit, savoir dessiner ceci va beaucoup vous aider pour pouvoir résoudre les questions. Toujours faire ceci à l'examen. Première sous-question va nous demander de citer l'ensemble des forces pour le corps B. Donc c'est ce qu'on va faire. Une fois qu'on a cette situation, on sait ce qui se passe. On sait qu'au temps 0, ça c'est après un temps étoile que je vais noter. Okay. On sait qu'au temps 0, tout est immobile. Donc somme des forces est égale à 0 déjà. Somme des forces est égale à 0. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va citer les forces. Qu'est-ce qu'on a comme force? Toujours, dans l'ordre, les deux forces que nous avons toujours. Première force, le poids. On a P de B. Et deuxième force, donc c'est la force normale à ce poids, c'est la force qui vient s'opposer à ce poids, N. Hop, N de B. Voilà. Poids toujours vertical, toujours normal, toujours vertical, orthogonal au plan, donc toujours perpendiculaire au plan sur lequel on se trouve. À ces deux forces viennent s'ajouter les forces qui sont liées à l'énoncé. Donc première force, tension, parce qu'on dit corde, on dit tension. Toujours la tension, même direction que la corde, mais vers l'intérieur. T de B. Et finalement, lié aussi à l'énoncé, on nous parle de force de frottement, on a donc un frottement. Frottement toujours dans le sens de du sol. Pour savoir ce qui va vers la gauche ou vers la droite, on doit savoir vers où va le mouvement. Ici, notre distance, notre petit bloc A va vers la gauche, et comme les frottements veulent s'opposer à ce mouvement, ils vont l'inciter à aller vers la droite, ou vers le bas si vous voulez.
Maintenant qu'on a dessiné toutes nos forces, on dessine nos petits repères, comme d'habitude, x et y. Donc le repère qui va être, le x qui va être tangent à la pente et le y qui va être perpendiculaire à la pente. Une fois qu'on a fait ça, on a tous les outils pour calculer les forces. Pourquoi? P de B, il va être égal à, comment est-ce qu'on fait ça? Comme pendant les TP, on vient plonger ici notre axe. Pourquoi? Pour retrouver notre triangle rectangle et notre angle ici. Afin de pouvoir faire SOHCAHTOA et trouver sinus et cosinus pour notre poids. Et en ce faisant, on va trouver directement M, le poids de B, donc MB, fois G, fois sin de notre angle, de notre pente. Et en Y, ça va être moins, pourquoi? Parce que ça va vers le bas, M, B, G, cos de notre angle. On voit bien, la force poids vient se décomposer en une force comme ça et en une force comme ça. Okay. Hop. Hop. On continue. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On a la normale, N de B, qu'on va juste noter pour l'instant 0 NB. Donc ce que j'ai dit, c'est que j'ai dit qu'il n'y a aucune composante en X et une composante en Y qui est égale à NB, sa norme. À ça, on a T, la tension dans la corde, T de B, qui lui vaut, on va juste noter pour l'instant T de B, 0. Et finalement, on a le frottement, F, j'ai oublié de noter ici, F de B, donc les frottements qui s'appliquent à B, qui eux vont être égaux à mu fois NB égale à 0. Okay. Avec ceci, on a nommé toutes nos forces. Et pour aller plus loin, parce qu'on veut savoir F, N, ce qu'ils valent, et B et T évidemment ce qu'ils veulent, on va continuer ici. Donc on fait somme des forces est égale à 0. Somme des forces donc somme des forces est égale à 0, donc somme des forces en X et somme des forces en Y. En X, en Y, pardon, on commence par Y, ce qui est plus facile. Qu'est-ce qu'on a? On a moins M, B, G, cos de l'angle, plus MB, plus 0 est égal à 0. Ou autrement dit, MB est égal à M, B, G, cos de l'angle. Et en X, qu'est-ce qu'on a? Nous avons MB, G, sin de l'angle, plus 0 pour N, donc plus T de B, plus mu N, sauf que mu N, on l'a trouvé auparavant, ça fait mu de M, B, G, cos de l'angle, et tout ça est égal à 0. On isole T, ça nous fait T de B est égal à mu M, B, G, cos de l'angle, plus M, B, G, sin de l'angle, et tout ça avec un moins devant. Pourquoi? Parce que T va vers l'arrière. Enfin, mathématiquement, on retrouve le fait que T va vers l'arrière. Si je réécris ici, donc, des formes de force, on retombe donc sur 0, M, B, G, cos de l'angle. Ici, moins mu, M, B, G, cos de l'angle, plus M, B, G, sin de l'angle, 0, et enfin, mu, M, B, G, cos de l'angle, 0. Avec ceci, nous avons trouvé l'ensemble des forces qui s'appliquent à B. Maintenant que nous avons calculé l'ensemble des forces qui s'appliquaient à B, la sous-question 2 nous demande quel est le moment d'inertie de la poulie. Ça va assez vite, c'est une question facile, c'est une question qui est censée vous rapporter des points à l'examen, ou et vous sauver.
Le moment d'inertie de la poulie. La poulie, elle est considérée comme un cylindre plein. Donc on va directement dans le formulaire pour chercher la solution. L'inertie d'un cylindre plein, c'est égal à sa masse fois son rayon au carré divisé par 2. Et ici, ça nous donne directement 0,3125. Vous avez vu, cette question était une question facile, c'est une question pour vous rapporter des points. Dorénavant, maintenant je vais laisser Guillaume faire la question 3, 4 et 5 et Benoît terminer l'examen. Alors, dans cette troisième sous-question de l'examen, on vous demande de calculer la valeur du frottement, du coefficient de frottement statique afin que les deux blocs A et B ne bougent pas. Donc, si les deux blocs A et B ne bougent pas, cela veut dire que l'équation que nous allons utiliser pour résoudre le problème est que la somme des forces est égale à 0 sur l'ensemble du système que nous avons ici. Donc nous allons appliquer la somme des forces est égale à 0 sur le bloc A et la somme des forces est égale à 0 sur le bloc B. En plus de cela, une particularité de cet exercice est que comme l'entièreté du système n'est pas en mouvement, eh bien la tension dans la corde est la même au niveau du bloc A et du bloc B. Donc en fait, une simplification qu'on va utiliser est que la tension A est égale à la tension B et nous allons noter ceci, simplement la tension T. Donc, au niveau du bloc A, nous appliquons que la somme des forces est égale à 0. Nous avons donc ici que si nous écrivons un repère au niveau de notre bloc A, disons X comme ça, Y vers le haut, eh bien nous avons TA moins PA est égal à 0. Donc TA est égal à simplement T, et nous savons que PA c'est égal à la masse fois G. Donc T égale à M fois G. Et ceci constitue une première équation que nous allons utiliser par la suite. Alors ce que nous faisons maintenant, c'est appliquer exactement le même raisonnement au niveau du bloc B. Ici, petite particularité, on est sur un plan incliné. Donc, si on applique que la somme des forces est égale à 0, et qu'on utilise le repère déjà utilisé par Ange précédemment, eh bien, calculons les forces qui s'appliquent sur notre bloc. Nous avons négativement TB. Pourquoi négatif? On voit bien que TB est vers le haut sur le plan incliné, alors que X est vers le bas. On va déjà noter moins T. Quelles sont également les forces en présence? Nous avons les forces de frottement. Nous allons dans un premier temps noter ça petit f. Et nous avons également la composante parallèle au plan incliné du poids de notre bloc B. Donc, on se souvient, sur un plan incliné, la composante parallèle est égale à M fois G fois le sinus de l'angle de notre plan incliné, et tout ceci doit être égal à 0. Alors, notre force de frottement petit f peut se réécrire de la manière suivante. F est égal à la normale au plan incliné due au poids de notre bloc fois le coefficient de frottement. Et ici, c'est bien un coefficient de frottement statique, vu que rien ne bouge. Et la normale du poids de notre bloc sur le plan incliné est égale à mg fois cosinus de l'angle de notre plan incliné. Donc c'est simplement l'autre composante du poids que nous avons décomposé en une composante perpendiculaire et une composante parallèle. Donc nous avons m fois g fois cos phi, le tout fois mu s. Donc si je reprends mon équation ici au-dessus, j'obtiens donc que t est égal à, je passe le t déjà de l'autre côté pour simplifier le signement, est égal à m fois g fois mu s fois cosinus phi, plus ce terme-ci, m fois g fois sinus phi. Donc j'ai maintenant deux équations qui lient ma tension T dans la corde, et moi ce qui m'intéresse, c'est de calculer la valeur du mu S. Donc qu'est-ce que je vais faire? Je vais prendre ma première équation et ma deuxième, et remplacer T par mg dans celle-ci,
et ensuite isoler mu s afin de trouver eh bien, une expression de mu s en fonction des paramètres de mon problème. Donc, si je remplace, j'ai que m fois g est égal à m fois g fois mu s fois cos phi, plus m fois g fois sinus phi. Petite simplification ici, je vois que tous mes termes sont multipliés par m et g, donc eh bien, je peux les simplifier. Et il me reste 1 est égal à mu s fois cos phi plus sinus phi. Et donc, si je reprends cette expression-ci et que je veux isoler mu s, il me reste 1 moins sinus phi divisé par cosinus phi. Et ceci est égal à mu s. Et finalement, je connais l'angle phi de mon problème. Si je remplace phi par les valeurs qui me sont données, eh bien, je trouve que mu s est égal à 0,577. Et ceci conclut donc l'exercice numéro 3 de la question ouverte. Petite précision, ici ce que nous avons trouvé, c'est bien une valeur minimum pour notre coefficient de frottement statique. C'est-à-dire que si eh bien, le coefficient de frottement statique a une valeur supérieure à celle que nous avons trouvée, eh bien, le système sera toujours en équilibre. Donc aucun souci par rapport à ça, mais c'est bien une valeur minimum que nous avons trouvée ici. Alors, dans cette sous-question 4 de la question ouverte de l'examen, on vous demande de calculer l'accélération A des deux blocs pour un temps t supérieur à 0. Donc, petite particularité ici, on a bien une accélération, et il vous est dit et dessiné dans l'énoncé que cette accélération est dirigée ici vers le bas. Donc, qu'est-ce que ceci va impliquer? Eh bien, non plus que la somme des forces est égale à 0 sur l'ensemble du système, mais que la somme des forces est égale à m fois a. Donc, comment est-ce que nous allons procéder? Eh bien, nous allons évaluer cette expression sur les trois parties de notre système, donc la poulie, le bloc A et ensuite le bloc B. Également, encore deux choses importantes à mentionner et à bien se rendre compte ici dans l'exercice, c'est qu'on a une accélération et donc on ne peut plus dire que la tension dans la corde A est égale à la tension dans la corde B. Pourquoi? Parce qu'en fait, au niveau de la poulie, on sait que le bloc A va tomber vers le bas, ce qui veut dire que notre poulie va avoir une accélération dans le sens anti-horloger. Et donc, en fait, la tension A va tirer la poulie et l'accélérer, alors que la tension B va venir la freiner. Donc on ne peut plus dire que TA égale à TB qui égale à T comme précédemment. Donc TA ici est bien différent de TB. Ensuite, petite particularité pour la poulie, c'est que nous avons une accélération pour la poulie, mais c'est bien ici un corps en rotation. Donc il va falloir eh bien, modifier cette expression, la somme des forces égale à MA, et l'appliquer à un corps en rotation. Donc on va commencer par la poulie. Donc ici, la somme des forces égale à MA se note en fait comme la somme des moments est égale à l'inertie de notre poulie fois son accélération angulaire. Alors, quels sont les moments qui viennent s'appliquer au niveau de notre poulie? Nous en avons deux. Donc, on sait que le rayon de notre poulie est connu. On va noter celui-ci R dans la résolution de l'exercice. Et donc, on a un premier moment qui est égal à R fois TA, et un deuxième moment qui est égal à R fois TB. Donc, vu le sens de l'accélération, on sait que le moment R fois TA sera positif. Donc, R fois TA moins R fois TB. Parce que comme j'ai dit tantôt, la tension TA vient accélérer notre poulie, la tension TB vient la freiner, ce qui justifie les signes que nous utilisons ici. Et ceci est égal à I, donc l'inertie de notre poulie pleine, fois son accélération angulaire. Et dans votre formulaire, eh bien, il est indiqué l'expression de l'inertie de cette sorte de poulie. On sait que celle-ci est égale à M R carré divisé par 2 fois alpha. Donc si je renote ça, on peut procéder à une simplification qui est de simplifier les R qui nous embêtent un peu ici. Donc R et le carré se simplifient.
Et j'ai donc que TA moins TB est égal à la masse de notre poulie fois R fois alpha, le tout divisé par 2. Et ceci constitue une première équation que nous allons utiliser dans la suite de l'exercice. Alors ensuite, revenons maintenant à notre bloc A qui chute vers le bas. Donc nous savons ici que la somme des forces est égale à M fois A. Nous allons appliquer un repère ici. On sait que l'accélération est vers le bas, donc en fait je veux avoir un poids A qui, on va dire, a un impact positif, et donc je choisis comme repère le suivant avec le Y vers le bas, afin que mon accélération soit positive et PA soit positive. Donc, quelles sont les forces en présence? Nous avons PA moins TA qui est négatif, donc dans ce cas-ci, de par mon repère évidemment, et ceci égale à M fois A. Alors PA, c'est M fois G, moins TA égale à M fois A. Si j'isole TA, j'obtiens que TA est égal à M fois G moins A. Et j'ai ici une deuxième équation qui me donne l'expression de TA. Alors ensuite, nous allons faire exactement la même chose pour notre bloc B. Somme des forces est égale à M fois A. Le repère que nous allons utiliser est le même que celui que nous avons utilisé déjà précédemment. Donc, nous allons utiliser un repère ainsi. Pourquoi? Une fois de plus, c'est pour avoir une expression de l'accélération qui est positive, parce qu'on sait que notre bloc B va monter dans la direction maintenant des X positifs. Donc, si je fais de nouveau la somme des forces, qu'est-ce que j'ai? J'ai que TB, qui est maintenant ici positif de par mon axe, par mon repère, pardon. TB moins, j'ai quoi qui s'oppose à ça? J'ai ma force de frottement, FB, et j'ai également la composante du poids parallèle à mon plan incliné, donc moins mg sinus phi, et ceci c'est égal à m fois a. Alors, tb, on va l'isoler, tb est égal à m fois a, plus fb, plus mg sinus phi. FB est égal à quoi? Est égal à mon coefficient de frottement, ici cinétique, parce que le corps est en mouvement, fois la composante normale de mon poids au plan incliné, et donc TB est égal à M fois A, plus M fois G fois cos phi fois mu C, plus Mg sinus phi. Et j'ai donc une expression de TB en fonction des paramètres de mon problème. Alors, qu'est-ce que j'ai ici? J'ai trois équations avec trois inconnus. Quels sont mes trois inconnus? TA, TB et mon accélération alpha, qui est, elle, liée à mon accélération A. Comment? Alors, on se souvient des relations entre la vitesse linéaire et la vitesse angulaire. On sait que la vitesse linéaire V de ma poulie est égale à la vitesse angulaire fois son rayon. Et si on dérive cette expression par rapport au temps, en conservant bien évidemment que le rayon, un rayon constant, nous avons que notre accélération linéaire est égale à l'accélération angulaire de notre poulie fois R. Expression que nous allons utiliser évidemment dans la suite de l'exercice. Alors, qu'est-ce qu'on va faire maintenant? Eh bien, c'est remplacer dans cette première équation l'expression de TA que nous avons obtenue ici et l'expression de TB que nous avons obtenue ici. Et donc, nous allons obtenir une équation qui va être dans laquelle on trouvera les paramètres de notre problème et l'accélération A. Et il suffira donc de remplacer également alpha par son expression ici A, et simplifier l'équation pour trouver eh bien, l'expression de A en fonction des paramètres du problème. Alors, donc si on reprend les trois équations que j'ai trouvées précédemment, et nous remplaçons TA et TB dans l'expression de la première équation, nous trouvons la chose suivante. M fois G moins A moins
On va mettre le m en évidence. Fois a plus g sinus phi plus g cosinus phi mu c est égal à m r demi fois alpha. Et on sait que alpha est égal à a divisé par r. Donc nous allons directement faire ce petit changement. Oups, c'est un r ici. On voit également que les r se simplifient. Alors, ce qui nous intéresse ici, c'est bien de connaître notre accélération. Donc à partir de l'expression que nous avons ici, nous allons isoler notre terme a à chaque fois pour trouver l'accélération de notre système. Donc mg moins mg sinus phi moins mg cosinus phi mu c est égal à, on a du m a divisé par 2 ici. Ici on a ma, donc plus m fois a. Et ici on a encore plus ma, plus m fois a. Alors, donc si j'isole bien le a, j'ai que m, g moins m, g sinus phi moins m, g cosinus phi mu c est égal à a fois la masse de ma poulie divisée par 2 plus 2m. Et donc que a est égal à m, on va le mettre en évidence, on va mettre mg en évidence, mg fois 1 moins sinus phi moins cosinus phi fois mu c, et tout ça divisé par mon grand M divisé par 2 plus 2 fois petit m. Donc, j'arrive à l'expression suivante de mon accélération en fonction des paramètres de mon système. Si je remplace par les valeurs numériques qui me sont données, j'obtiens que mon accélération est égale à 0,92 mètres par seconde au carré. Et ceci conclut donc mon exercice numéro 4 de l'examen. Alors, dans cette 5e sous-question de l'examen, on vous demande de calculer la vitesse de rotation de la poulie à l'instant t égale à t étoile. Donc, comment est-ce qu'on va procéder ici? On va utiliser premièrement l'équation qui lie notre vitesse linéaire à la vitesse angulaire de notre poulie. Donc, v est égal à oméga fois r, mais également une équation qui lie la vitesse à notre accélération. Et on sait que la vitesse à un instant t est égale à l'accélération fois t. Donc, qu'est-ce qu'on connaît déjà ici? Eh bien, on connaît notre accélération a que nous avons calculée précédemment, mais on sait également qu'à l'instant t étoile, nos blocs A et B sont déplacés d'une certaine distance d qui est égale à 25 cm. Donc, ce qui nous intéresserait ici de faire, en fait, c'est, comme on connaît l'accélération et qu'on connaît la distance sur laquelle ils se sont déplacés, eh bien, on veut trouver quel est ce temps t égal à t étoile. Alors, comment est-ce qu'on va lier notre vitesse à notre accélération et à notre temps t étoile? Eh bien, pour cela, on va utiliser une équation t très simple que vous connaissez tous, qui nous dit qu'en fait, la distance parcourue par mon bloc égale à la distance initiale, plus sa vitesse initiale fois le temps t étoile, plus l'accélération fois t carré étoile, divisé par 2. Alors, quelle simplification nous pouvons faire? Eh bien, d0 est simplement égal à 0. Et ensuite, V0 est également nul, parce que la vitesse initiale de notre système est nulle, vu que le système était au repos. Donc, ce terme ici tombe également. Et on trouve donc que la distance d parcourue est égale à a fois t étoile au carré, divisé par 2. On sait donc calculer notre temps t étoile, car notre distance d parcourue est connue, et notre accélération est également connue. Et donc t étoile est égal à 2d divisé par a, le tout sous la racine. Donc, maintenant que nous connaissons notre temps t étoile,
nous allons utiliser cette équation afin de trouver la vitesse linéaire de notre poulie. Et donc, la vitesse à l'instant t étoile est égale à l'accélération que nous connaissons fois t étoile. Et donc ceci est égal à A fois 2D divisé par A sous la racine, donc radical de 2 fois A fois D. Et finalement, ce qui nous intéresse ici, c'est de connaître oméga. Donc nous utilisons cette première équation ici. Et donc oméga à l'instant t étoile égale à V à l'instant t étoile divisé par le rayon de notre poulie. Et donc oméga à l'instant t étoile égale à 2 AD sous la racine, le tout divisé par R. Et si on remplace par les valeurs numériques que nous trouvons dans l'énoncé de notre exercice, nous trouvons que oméga égale à 2,7 Hz. Et ceci conclut bien l'exercice numéro 5 de la question ouverte de l'examen. Alors, on s'attaque maintenant à la sous-question numéro 6 de cet examen. On nous demande quelle est la force de réaction qui s'applique au support, qui est appliquée par le support de la poulie sur la poulie. Donc, je vais récupérer le même dessin, mais je vais détailler un peu les forces qui s'appliquent sur la poulie. On a bien entendu, comme d'habitude, le poids, qu'on va appeler grand M, G. On a la force de traction TB. On a la force de traction TA. Et on a la force de réaction, enfin la force que va exercer le moyeu de la poulie sur la poulie pour la maintenir là où elle est pour l'instant. Alors, a priori, on ne sait pas vraiment dans quelle direction cette force va s'exercer. Donc je vais la représenter de manière un peu arbitraire dans cette direction-là. On va appeler cette force F pour l'instant. D'accord ? Donc ici, les forces vertes sont les forces qui s'appliquent sur la poulie et c'est celle-ci qui nous intéresse pour la sous-question numéro 6. Alors, qu'est-ce qu'on peut déjà dire pour ces forces-là ? Nous, ce qu'on cherche, c'est la force F, qu'on ne connaît pas. On a le poids. Alors, la norme du poids, on le connaît, c'est donné par l'énoncé. mg, en valeur numérique, ça vaut 100 newtons. Et puis, on a les deux forces de tension, TA et TB, qui ont déjà été calculées par Guillaume. Donc, TA vaut en norme mg moins ma. Et TB vaut en norme ma plus mg fois sinus de l'angle plus mu c mg fois le cosinus de l'angle. Alors, je n'ai pas ajouté les valeurs numériques, mais la valeur de TA en numérique, c'est 18,12 newtons. Vous pouvez faire les calculs. Et la valeur en numérique de TB, c'est 13,57 newtons. Jusque-là, on n'a encore rien calculé, à part éventuellement les valeurs numériques. Alors, ce qu'on sait de cette poulie, c'est qu'elle tourne sur elle-même, ok. Donc, il y aurait éventuellement un équilibre des moments à faire pour calculer ça, ce qui a déjà été fait. Mais ce qui nous intéresse ici, c'est comment est-ce qu'elle est tenue dans les airs. Et donc là, on s'intéresse juste à la somme des forces. Donc, on va faire un bilan de force qui doit être nul, puisque la poulie ne se déplace pas de manière... Enfin, elle ne se déplace pas en translation, que ce soit vers le haut, vers la droite ou vers la gauche. Et donc, comme d'habitude, on va faire somme des forces égale à 0. Donc on aura quoi ? On aura 0 égale fx, fy, donc les deux composantes de la force que l'on cherche, plus 0 en x
moins TA en Y, la force TA ici. Ensuite, plus, alors, TB fois le cosinus de l'angle, et moins TB fois le sinus de l'angle en Y. Donc, la force ici qui s'applique, mais avec un angle phi ici. Et enfin, le poids qui s'applique, qui vaut 0 en X et qui vaut moins grand M G en Y. Dans cette équation, il n'y a plus qu'une seule chose qu'on ne connaît pas, c'est Fx et Fy. Donc vous pouvez balancer Fx et Fy dans le membre de gauche, et il vous reste tout ça avec un moins devant, et donc ça vous donne une valeur numérique qui est moins 11,75 et 124,91, le tout en newton. Alors ça répond à la question, quelles sont les valeurs numériques des deux composantes de la force. Alors ça vaut la peine de s'arrêter une seconde et de se poser la question, tiens, est-ce que ces valeurs numériques ont du sens? Est-ce qu'elles ont un sens physique? Donc qu'est-ce qu'on voit? On voit que la composante en X est négative. Donc souvenez-vous, l'axe des X va vers la droite ici. Donc on a une composante en X négative, ce qui veut dire que notre force va être un peu penchée vers la gauche. Et on a une composante en Y qui est positive. Rappelez-vous, l'axe Y va vers le haut. On a une composante en Y qui est positive, donc notre force va aller vers le haut. Donc quelque part, j'avais tapé juste en représentant ma force dans cette direction-là. On a ici une composante en X qui vaut 11,75 et ici une composante en Y qui vaut 124,91. Alors est-ce que c'est logique d'un point de vue physique? Cette poulie est soumise à deux forces purement verticales, que sont le poids et la tension due au bloc A, et puis une autre force qui va vers la droite, qui est liée à la tension qui supporte le bloc B. Donc c'est logique que quelque part, il faille une force de réaction qui aille un peu dans l'autre sens pour compenser cette force-là. Donc ce résultat semble relativement logique. Après, vous pouvez ensuite calculer la norme de cette force avec un classique. Et vous obtenez 125,46 newtons. Voilà qui répond à la question, à la sous-question numéro 6 de cet examen. Passons maintenant à la sous-question numéro 7 de l'examen. Donc c'est une question qui est quand même importante parce qu'elle fait un peu appel à votre intuition. Et elle est aussi importante parce que le prof vous l'a sans doute déjà dit, il aime bien les graphes. Donc ça vaut la peine de bien comprendre ce qui se passe quand il parle de graphes. On nous demande de représenter l'évolution de l'énergie potentielle et cinétique en fonction du temps pendant la durée de ce qu'on a observé dans cet exercice, c'est-à-dire du temps t égale à 0 jusqu'au temps t égale t étoile. Alors, le moyen le plus simple d'aborder ça, c'est de se demander comment est-ce que va évoluer soit notre énergie potentielle, soit notre énergie cinétique. Dans ce cas-ci, on peut calculer une expression assez facilement, une expression de l'énergie cinétique en fonction du temps. Alors, l'énergie cinétique dans notre cas, que l'on appelle K, ici on a deux blocs de masse petit m qui se déplacent à une vitesse v. On aura donc pour ces deux blocs 2 fois m fois v carré sur 2, l'énergie cinétique pour chacun des deux blocs. Mais il ne faut surtout pas oublier l'énergie cinétique liée à l'inertie de rotation de la poulie. Cette énergie cinétique s'écrit I, l'inertie de la poulie, fois oméga carré sur 2. Alors vous remarquez tout de suite le parallèle entre l'expression de l'énergie cinétique de translation et l'énergie cinétique de rotation. Dans cette expression-ci, il y a déjà des choses qu'on peut réécrire. Par exemple, on sait que I, l'inertie, est égale à la masse de la poulie fois le rayon de la poulie au carré sur 2. On sait aussi que oméga carré, c'est égal à V carré
sur R carré. Parce que oméga est égal à V sur R. D'accord? On peut donc réécrire cette expression de l'énergie cinétique comme mv carré plus, alors on aura ici, on a un sur 2 qui va faire un sur 4 avec le sur 2 qui est ici, le R carré de l'inertie va se simplifier avec le R carré de l'expression d'oméga carré, et donc on aura un grand M sur 4 fois V carré. Alors ici, autre astuce, la vitesse, donc le V ici, c'est bien la vitesse de translation des deux blocs. On sait qu'au t égale à 0, ces deux blocs étaient à l'arrêt, et donc cette vitesse V carré, on sait que V vaut A fois T, donc c'est-à-dire l'accélération pendant le temps, jusqu'au temps où on regarde le système. Et donc V carré est bien égal à A fois T au carré. Ça nous permet de réécrire, j'espère qu'on voit encore bien, oui ça va, ça nous permet de réécrire une expression finale pour l'énergie cinétique qui est m plus petit m plus grand M sur 4, le tout fois A carré fois T carré. Et alors ce qui est important de constater dans cette expression, c'est que la variation globale de l'énergie cinétique en fonction du temps, c'est T carré. Tous les autres termes sont constants. Le seul terme qui varie en fonction du temps, c'est cette expression en T carré. Donc ça veut dire que notre énergie cinétique va avoir une allure de parabole, de fonction du deuxième degré. Alors, à ce stade, c'est intéressant de se dire, ok, réfléchissons au problème sans le frottement. On ajoutera le frottement par la suite. Sans frottement, si je dis si les forces de frottement, on va appeler F, Ft, sont nulles, j'essaye de représenter mon énergie en fonction du temps, et j'ai, à la fin de mon échelle de temps, le temps t étoile auquel on s'intéresse a priori. Ici, c'est un axe qui représentera les énergies, qu'elles soient cinétiques ou potentielles, dont l'unité, ce sera a priori des joules. Alors, on vient de montrer ici que la manière dont va évoluer l'énergie cinétique, c'est quelque chose qui est quadratique en fonction du temps. On sait aussi qu'au temps t égale à 0, l'énergie cinétique est nulle. Donc on va avoir quelque chose qui démarre ici en t égale à 0, t égale à 0, l'énergie vaut 0. Et ensuite, on a quelque chose qui va monter de manière quadratique jusqu'à atteindre une certaine valeur qu'on ne calcule pas spécifiquement, ça ne nous est pas demandé, une certaine valeur au temps t égale t étoile. Alors, comme on sait, parce que je viens de faire une première étape où on travaille sans frottement, on sait que l'énergie est, enfin la somme de toutes les énergies du système va être conservée, il n'y a pas de dissipation. Donc on sait que l'énergie au temps t égale t étoile est la même que l'énergie au temps t égale 0. Or, au temps t égale à 0, on sait qu'on n'a pas d'énergie cinétique, et on sait que la seule énergie dont le système dispose, c'est une énergie qui est sous forme potentielle. Et on sait que la somme de l'énergie cinétique et potentielle va donner toujours une constante, et cette constante, c'est ce que j'ai représenté en pointillé noir. Donc l'énergie potentielle va forcément avoir une allure en miroir par rapport à l'énergie cinétique. Donc on aura bien énergie cinétique ici, et l'énergie potentielle en vert. Alors, mon dessin n'est peut-être pas parfaitement bien réalisé, mais normalement, la somme, à chaque temps, la somme entre la courbe bleue et la somme de la courbe bleue et de la courbe verte doit donner la valeur constante de l'énergie. Alors, si maintenant, on a que nos forces de frottement sont différentes de 0. Autrement dit, on a du frottement entre les blocs et le sol. Qu'est-ce qui change? Alors, ce qui va changer,
c'est a priori pas l'allure de l'énergie cinétique. Vos blocs vont continuer à accélérer, leur vitesse va grandir, et l'énergie cinétique va croître de manière quadratique. Donc, on va toujours avoir l'énergie cinétique qui va augmenter de manière quadratique jusqu'à un temps t étoile, ici. Et à ce temps t étoile, on sait par convention que l'énergie potentielle sera nulle, et on sait que la totalité de l'énergie à ce moment-là sera contenue dans l'énergie cinétique, c'est-à-dire ici. Par contre, la différence par rapport au dessin précédent, c'est que comme il y a eu des frottements, il y a eu de la dissipation sur le chemin, et donc, en fait, l'énergie totale du système à ce moment-là, au temps t étoile, n'est pas la même que l'énergie du système au moment où t vaut 0. Parce que de l'énergie s'est perdue en route. Donc, ce qui est important de se rendre compte, c'est qu'au temps t égale à 0, l'énergie totale va être supérieure à l'énergie finale. Or, on sait, comme tout à l'heure, qu'au temps t, l'énergie cinétique est nulle, puisque la vitesse est nulle à ce moment-là, et donc la totalité de l'énergie à ce moment-là, c'est de l'énergie potentielle. Donc on sait que notre énergie potentielle va démarrer de là, et on sait que par convention, ce qui est indiqué dans l'énoncé, c'est qu'on pose que l'énergie potentielle vaut 0 au temps t égale t étoile. Et donc on va avoir quelque chose comme ça. Alors, ce qui est très important dans cet exercice, c'est vraiment que vous ayez compris que l'énergie cinétique augmente de manière quadratique, et dans ce cas-ci, avec le frottement, que l'énergie potentielle décroisse, enfin surtout que l'énergie potentielle démarre d'un point qui est plus haut que le point final où termine l'énergie cinétique. Alors en pratique, si on avait eu une énergie constante, elle aurait été comme ça, et ça veut dire que l'énergie totale du système fait quelque chose comme ça. Alors ça ne vous est pas demandé dans l'énoncé. Mais si vous calculez la somme à chaque fois de l'énergie cinétique et de l'énergie potentielle, vous tombez sur la courbe rouge. Et la courbe rouge illustre clairement qu'il y a une dissipation, puisqu'à chaque fois, on perd un petit peu d'énergie. La zone que je hachure ici correspond à l'énergie qui est perdue par le système au fil de son déplacement. Voilà, ça clôture la 7e sous-question de cet examen, et ça clôture aussi l'examen au complet. N'hésitez pas à liker la page, à vous abonner, et à bientôt pour d'autres corrections.